Barbara Stiegler, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'université de Bordeaux et vous publiez dans la très belle collection NRF Essais de Gallimard « Il faut s'adapter », un livre dont le titre est entre guillemets sur un nouvel impératif politique. C'est le sous-titre de ce livre qui se présente comme une enquête sur la naissance de ce nouveau libéralisme qu'on a mis du temps décidément à véritablement comprendre. Peut-être ne l'a-t-on pas encore totalement saisi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il occupe une place centrale. Il faut s'adapter, c'est une expression toute faite, du genre de ces expressions que la littérature doit d'une certaine manière se fixer pour objectif de dynamiter. C'est un peu le programme littéraire depuis un certain nombre de livres de Gaël Obiegli. C'est une chose sérieuse, ça c'est le titre de ce livre qu'elle publie aux éditions Verticales ces temps-ci. Un livre qui n'est pas sans écho avec cette idée d'une adaptation, de survie aussi, avec la perspective évolutionniste dans laquelle il faut comprendre ce néolibéralisme. On pourrait commencer par là, Barbara Stiegler, par l'évolutionnisme. Au fond, l'évolutionnisme, au moment où naît cette pensée néolibérale, est encore un prisme, un paradigme extraordinairement prégnant pour le monde intellectuel. On sait qu'il a pu conduire à des choses terribles, cet évolutionnisme, mais on sait aussi qu'il est associé au nom de Darwin et à une théorie de l'évolution qui demeure extrêmement importante et qu'il s'agit aussi politiquement, encore aujourd'hui, de défendre. Bref, c'est quelque chose de complexe. Mais peut-être faut-il donc partir de l'évolutionnisme pour comprendre ce qui se joue dans ce nouveau libéralisme qui rompt véritablement avec le libéralisme. Oui, absolument. Alors, le point de départ de ma réflexion a été cette injonction « il faut s'adapter » que nous entendons partout dans le champ social et politique. C'est vraiment devenu une expression courante, vous l'avez rappelé. Il faut bien s'adapter, il faut qu'on s'adapte. Cette idée de devoir s'adapter étant systématiquement couplée avec l'idée qu'il faut bien évoluer et que on est conduit à une société de mutation dans laquelle il y a de la sélection et de la compétition. Tous ces termes venant du darwinisme, il m'a semblé extrêmement étrange qu'ils soient si importants dans le champ social et politique, puisque on nous a habitués à penser qu'il ne fallait surtout pas marier le biologique et le politique. En Europe, en tout cas, depuis oui, on a tiré des leçons. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale ont été qu'il fallait éviter de céder à toute forme de biologisme. Et pourtant, nous entendons en permanence ce discours. Donc, moi, j'ai voulu me lancer dans une généalogie de ce discours, ce qui m'a pris beaucoup de temps. C'était ça la première curiosité. C'était pour ça vous. La première curiosité, et la curiosité remonte à une vingtaine d'années. Et déjà, mon travail sur Nietzsche était polarisé autour de cette énigme. Alors, ce qui m'a paru étrange, c'est que lorsque j'ai étudié les premières généalogies vraiment sérieuses du néolibéralisme, je suis immédiatement tombée sur le travail fondamental de Michel Foucault, qui propose un cours au Collège de France qui s'appelle « Naissance de la biopolitique », où il n'est pas du tout question de biopolitique, comme les lecteurs de ce cours le savent. On est à la deuxième partie des années 70. On est à la fin des années 70. Mais ce cours, un certain nombre de gens y assistent, mais en fait, il sera disponible qu'au début des années 2000. Voilà, il est publié au début des années 2000, donc il commence à se diffuser dans le public beaucoup plus tard. En gros, l'enjeu de ce cours, c'est de comprendre le néolibéralisme, qui commence à prendre le pouvoir un peu partout. On est à l'époque où Thatcher, Reagan, etc. prennent le pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing en France. Donc il s'agit de comprendre ce néolibéralisme, en quelque sorte à chaud. Et Michel Foucault fait une généalogie très sérieuse de ce mouvement, et il tombe sur le colloque Lippmann, qui est central. Même si, vous le précisez, il est surtout intéressé par ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand, donc des théories économiques en particulier, Röpke, enfin des auteurs. C'est surtout ça qui l'intéresse. Il a peut-être pas le temps de travailler sur les aspects américains qui vont vous occuper, Barbara Stiegler. Il s'est focalisé effectivement sur la version allemande du néolibéralisme, et pour des raisons tout à fait pertinentes, puisqu'il s'agissait de comprendre aussi
la construction européenne et bien entendu cet ordolibéralisme allemand n'est pas la seule, mais c'est l'une des sources d'inspiration de la construction européenne. Et puis c'est un moment aussi où en France, on n'a pas fait Bad Godesberg, on a un peu des complexes par rapport à la social-démocratie allemande. Donc Foucault, qui est en dialogue avec la CFDT, qui est en dialogue avec Michel Rocard, avec la deuxième gauche, essaye aussi de trouver des outils intellectuels pour réparer tout ça en quelque sorte. Bien sûr. Donc on comprend très bien que son attention se soit focalisée sur cet ordolibéralisme. Cela le conduit, de manière purement accidentelle, à laisser de côté Lippmann lui-même, dont il a peut-être ouvert l'ouvrage, mais il n'a pas véritablement travaillé sur Lippmann. Et moi, je suis allée regarder, et alors là, j'ai été saisie par tout cet arrière-plan darwinien et évolutionniste qui était parfaitement inconnu en réalité. Alors l'ouvrage de Lippmann, c'est La Bonne Société, The Good Society. C'est un livre de 1937. Une expression qui continue de fonctionner. Les conservateurs britanniques l'ont reprise encore récemment. Enfin, il y a vraiment là un livre fondateur. Peut-être vous pourriez présenter Walter Lippmann, qui est un publiciste, on pourrait dire, un journaliste, un essayiste. C'est pas un chercheur, c'est pas un universitaire au sens strict du terme. Mais c'est quelqu'un qui a une influence considérable sur les débats intellectuels aux États-Unis. Oui, il a une solide formation de philosophe à Harvard. Il a même failli poursuivre sa carrière d'universitaire à Harvard, donc une solide formation philosophique. Auquel il se réfère régulièrement, donc le pragmatisme américain, Bergson, Nietzsche sont vraiment des références constantes chez lui. Il est par ailleurs un très grand journaliste américain, peut-être l'un des plus influents de tout le XXe siècle. Il écrit des chroniques quotidiennes qui sont lues par les décideurs et par des millions d'Américains. Il traverse le siècle, au fond, il naît à la fin du 19e, voilà. Il meurt en 1974. Oui, 74. Donc il se prononce, il a un rôle historique dans l'entrée de l'Amérique dans la Première Guerre mondiale, il a vraiment un rôle historique. Il rédige les 14 points de Wilson. Il lance le terme de guerre froide, il critique la guerre du Vietnam, quelques événements parmi d'autres, donc pour vous donner l'idée de son influence. Et par ailleurs, il est l'auteur d'essais absolument passionnants sur la démocratie et sur le nouveau libéralisme, des essais qui auront une influence considérable, notamment sur le grand philosophe pragmatiste John Dewey, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Alors, ceci pour dire qu'effectivement, à la fin, il lance son grand livre, La Bonne Société, il lance cette idée d'une bonne société. Ce titre est très intéressant. Il a été malheureusement mal traduit en France, par la librairie Médicis. Il est toujours à la librairie Médicis, il est toujours disponible, on peut l'acheter, sous le titre La Cité libre. Ce n'est pas la cité libre, c'est la bonne société. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur le bien. Il y a un discours sur la destination vers laquelle nous devons aller. Il y a vraiment un discours moral sur le bien qui est assumé. Donc il y a déjà là une rupture avec le libéralisme classique qui dit ou qui prétend, selon la vision qu'on a du libéralisme classique, être neutre sur le plan axiologique, sur le plan des valeurs, sur le plan du bien. On ne va pas dire, par exemple, aux populations quelle est la bonne direction qu'elles doivent prendre. On doit s'en tenir aux missions minimales ou aux missions fondamentales de l'État libéral. Ici, ça va non seulement plus loin, mais vraiment beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit de mener les populations dans la bonne direction jusqu'à les rééduquer, voire les éduquer carrément, avec cette idée d'une éducation de l'espèce humaine conduite par l'État pour réadapter donc cette espèce à son nouvel environnement auquel elle n'est plus adaptée. De gouvernance, pour reprendre un terme foucaldien, est très, très volontaire, très dirigé. Gouvernement. Il y a une théorie du gouvernement, oui, absolument. L'idée étant que le libéralisme classique s'est mépris en pensant qu'il suffisait de laisser faire les choses, de laisser faire le marché, de laisser faire les échanges entre les personnes et de laisser faire tout ça spontanément, qu'il y aurait une bonne nature des choses. L'idée est qu'au contraire, l'évolution récente de l'espèce humaine montre que si tout s'est relativement bien passé jusqu'au XVIIIe siècle, à partir du moment où on entre dans ce que Lippmann appelle la grande révolution, et la seule, à savoir la révolution industrielle, à partir de là, les choses commencent à se détraquer, puisque l'espèce humaine n'est pas capable spontanément et naturellement de s'adapter au nouvel environnement mondial en voie de mondialisation qu'elle est en train de créer. Il faut bien dire que le constat premier, c'est les effets de la révolution industrielle. C'est l'idée que l'humanité est entrée à partir du 19e siècle dans une autre ère. D'ailleurs, chose intéressante, aujourd'hui on l'analyse plutôt en termes d'anthropocène, mais au fond on est entré dans un autre moment. Cette révolution industrielle a produit des choses, et donc
l'espèce humaine n'est plus adaptée à son environnement et il faut que l'espèce humaine s'adapte. C'est à elle de s'adapter. C'est ça. Donc il part du constat d'un penseur important britannique qui s'appelle Graham Wallas, qui est assez méconnu, qui dit que émerge the Great Society, la grande société, alors pas du tout au sens qu'on connaît habituellement, la grande société, c'est-à-dire une société mondialisée où les rythmes s'accélèrent, où toutes les formes de clôture se fragilisent, donc un environnement ouvert, imprévisible, de flux imprédictible. L'espèce humaine, elle, s'est développée, a évolué pour vivre dans un environnement relativement stable et relativement clos. Et du même coup, découle de tout cela toute une série de pathologies sociales et politiques extrêmement graves. Donc le constat est le suivant, Lippmann part de ce diagnostic, et son ambition est quand même immense, elle est de proposer une nouvelle pensée politique pour sortir de cet état de fait, pour proposer finalement une sorte de thérapeutique une fois que le diagnostic médical a été posé. Et ce diagnostic implique de rompre avec le libéralisme classique, comme je l'expliquais, puisque on va avoir par exemple un État qui va reprendre la main et qui va avoir une mission éducative. Ce qui frappe, c'est à quel point le mot même de libéralisme, qui est contenu dans le nom de ce programme politique, nouveau libéralisme, fait obstacle à la compréhension de ce qui change fondamentalement. Il fait tellement obstacle qu'encore aujourd'hui, les gens confondent en général allègrement libéralisme et nouveau libéralisme, parlent en général d'ailleurs de libéralisme, ce qui n'est pas sans poser des problèmes parce que ça affaiblit le libéralisme politique qui n'a strictement rien à voir avec cette idéologie, ça affaiblit la défense des libertés publiques, par exemple, parce que Absolument. tout ça est mis dans le même... Et on voit monter des illibéralismes, comme on dit. Mais il y a une erreur de diagnostic au départ. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé à partir du moment où je suis devenue citoyenne, c'est que, comme un peu tout le monde, j'ai eu l'intuition de l'hégémonie de cette pensée politique. Ça, pour ça, je crois que tout le monde partage. Il suffit d'ouvrir un journal ou... Oui, voilà. Donc tout le monde partage cette impression. Ce qui m'a frappé, c'est la méconnaissance, la confusion complète, la méconnaissance de cette pensée, le fait qu'on avait le plus grand mal à la comprendre, alors même qu'on était non seulement plongé dans cette pensée, mais nous-mêmes imprégnés de cette pensée. Et finalement, c'est quelque chose d'assez habituel qui a été analysé par les philosophes, à savoir que quand on est plongé dans un élément, on ne le voit pas, au fond, on le comprend mal. Bon, donc moi j'ai voulu travailler sur cette imprégnation. Peu de personnes y échappent, ça arrive parfois. Dans notre vie, on rencontre des gens qui semblent y échapper, mais c'est assez rare. Et comprendre cette imprégnation et comprendre l'histoire. Et effectivement, j'ai découvert que non seulement le grand public ne connaissait pas ces différences, mais là où ça m'a vraiment saisi, le public, les chercheurs, le champ académique était lui-même très peu éclairé sur l'histoire de ce nouveau libéralisme. Alors les choses se sont arrangées. Oui, il y a les travaux de Serge Audier, il y a les travaux de Christian Laval. Il y a eu absolument. Les choses se sont arrangées à partir du moment où le cours de Foucault a été publié, où ces chercheurs que vous nommez se sont saisis de cette question. Et puis il y a aussi un point essentiel, à partir du moment où les chercheurs ont eux-mêmes été atteints dans leur environnement professionnel par des réformes dites néolibérales, forcément ça les a un peu aidés à... Vous voulez dire la loi LRU sur l'université, par ou exemple même, la façon dont on a demandé aux universités de s'harmoniser au plan européen, par exemple, selon des principes toutes ces réformes qui ne sont pas entièrement de A à Z néolibérales dans les différents points de la réforme, mais toutes ces réformes qui sont de toute façon inspirées par une matrice néolibérale ont atteint de plein fouet les enseignants-chercheurs, les universitaires, ont atteint de plein fouet, de manière tout à fait parallèle, les médecins qui travaillent à l'hôpital. Et à partir de là, ces personnels se sont mis à s'interroger sur un phénomène dont ils étaient jusque-là plus ou moins protégés. Alors il faut dire que les anglo-saxons ont peut-être eu aussi une longueur d'avance dans la mesure où, confrontés à la politique de Ronald Reagan ou de Margaret Thatcher, ils ont vu la mise en œuvre de ces programmes politiques néolibéraux un peu avant nous et de façon surtout beaucoup plus revendiquée, beaucoup plus affichée. Alors là, on a les travaux de Wendy Brown aux États-Unis, par exemple, qui sont très très précieux pour comprendre notamment le caractère autoritaire du néolibéralisme, parce qu'en général, on imagine que le libéralisme c'est quelque chose de plutôt protecteur des libertés. En fait, c'est exactement le contraire qu'on a vu se produire. Mais
pourtant, il y a un lien entre la France et le néolibéralisme. C'est qu'il y a eu une conférence très importante à la fin des années 30 qui s'est tenue à Paris, qu'on appelle le colloque Lippmann, et dont on n'a pas véritablement une conscience ou une mémoire très très aiguë et très précise dans notre pays pour autant, Barbara Stiegler. Oui, donc c'est important de rappeler, ça a été dit par Foucault et des travaux ultérieurs, donc c'est important de rappeler l'importance historique de ce colloque Lippmann qui s'est tenu à Paris en août 38, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les nouveaux libéraux les libéraux se réunissent autour de l'œuvre de Walter Lippmann, The Good Society, paru un an plus tôt, pour essayer de refonder le libéralisme, en se mettant relativement d'accord, même s'il y a des conflits entre eux, sur le fait que le libéralisme classique a échoué. Et que ça explique largement la situation catastrophique. Oui, parce qu'ils sont inquiets quand même de la situation des périls qui montent en Europe en particulier. Parfaitement conscients qu'une seconde guerre va éclater, qui sera probablement aussi dramatique dans ses conséquences que la première. Alors comment expliquer qu'en France, il ait fallu plus de temps finalement. Bon, c'est vrai que c'est l'œuvre d'un Américain, que même si elle a été traduite assez vite. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est à rapporter à la spécificité du paradigme républicain français? Alors ça peut s'expliquer évidemment à partir du moment dans un pays très structuré par l'État, les choses se mélangent entre l'État-providence, l'État social, l'État néolibéral. Par exemple, regardez le discours sur l'égalité des chances. L'égalité des chances, on peut être entendu comme un principe républicain. L'égalité des chances peut être entendue comme quelque chose de progressiste, d'émancipateur. L'égalité des chances peut aussi s'entendre à la lumière du néolibéralisme, comme l'égalité des chances dans une compétition pour l'accès à des ressources rares. Ça peut être des ressources comme évidemment les ressources économiques, mais ça peut être aussi le temps de consultation médicale ou les lits à l'hôpital. Une compétition fair-play dans laquelle il s'agit de donner à chacun les mêmes compétences pour que ce soit les meilleurs qui l'emportent et les moins méritants qui échouent. Là, on voit bien que c'est la version néolibérale de l'égalité des chances. Elle est très largement dominante aujourd'hui. Et on voit bien comment, d'où la confusion mentale, ça peut se mélanger avec d'autres acceptions de l'expression. Alors, je reviens à votre question. Pourquoi ce temps un peu de retard pour la France pour comprendre le néolibéralisme? Je viens d'en donner un élément avec l'État et la spécificité du rôle de l'État en France, mais il y a autre chose. Je pense qu'aux États-Unis également, il manque peut-être une certaine compréhension du néolibéralisme, puisqu'il y a une confusion un peu systématique avec l'ultralibéralisme, de type thatchérien ou reaganien, qui est beaucoup plus proche en fait de l'ultralibéralisme à la Herbert Spencer, un personnage très important de la fin du 19e siècle, que critiquent les néolibéraux. Et qui reste plus proche du laisser-faire, enfin, bien sûr, libéral. Bien sûr. Donc un retrait de l'État, recentrer l'État sur ses missions minimales régaliennes, laisser faire les processus, laisser les fortunes s'accumuler pour qu'elles ruissellent en retour. Ça, c'est ce que je propose d'appeler plutôt de l'ultralibéralisme, qui existe depuis la fin du 19e siècle, et qu'il faut bien distinguer du véritable néolibéralisme, qui lui implique un retour de l'État dans le jeu. Donc d'un État, on l'a dit, éducateur, d'un État qui instaure de la justice, d'un État qui réadapte l'espèce humaine, s'il le faut, de manière autoritaire, mais de préférence en fabriquant son consentement, donc avec toute une conception de la démocratie qui est liée. Voilà. Donc. Mais on a vu c'est là que les choses se compliquent, c'est qu'on a vu, y compris les responsables politiques que vous nommiez, Thatcher, Reagan, en fait, sur certains types de fonctions régaliennes de l'État, on va dire, être plus néolibéraux que, alors même que sur les fonctions sociales de l'État, elles étaient plutôt ultra-libérales. Et donc on a eu des politiques un peu... Oui, alors un point essentiel que je rappelle souvent dans le livre, c'est la nécessité vraiment de reconnaître que dans la réalité, toutes ces choses s'hybrident. Dans le cerveau d'une même personne, vous avez une hybridation bien souvent entre du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme. Et dans les politiques publiques pourquoi aussi. Pas de la social-démocratie, ce que vous voulez. Si vous voulez, c'est ça qui crée de la confusion. C'est-à-dire que les choses s'hybrident dans la réalité. La réalité est toujours faite d'hybridation, c'est normal. Mais le rôle de l'analyse, c'est précisément de décomposer ces différentes tendances
pour non pas saisir quelque chose qui serait leur essence chimiquement pure, mais pour essayer de comprendre leur spécificité. Et mettre en évidence des logiques des cohérences de ces paradigmes. Oui, exactement. Et alors pour répondre à votre question, bien sûr, dans les politiques publiques, ça s'hybride aussi, ce qui rend les choses compliquées. Alors, aux États-Unis, il y a eu sur le moment des critiques face à ce nouveau libéralisme, et en particulier un débat sur lequel vous vous arrêtez longuement dans le livre, entre Walter Lippmann, que vous citiez, et un autre philosophe qui, même s'il a eu une carrière plus académique, plus universitaire, était également un publiciste, quelqu'un qui intervenait beaucoup dans l'espace public, plus âgé, qui est l'un des fondateurs de ce courant philosophique du pragmatisme aux États-Unis. Vous avez tout à l'heure cité son nom, c'est John Dewey. Et c'est vrai que ce débat entre Walter Lippmann d'un côté et John Dewey de l'autre est un débat qui est l'un de ceux qui a structuré véritablement le monde intellectuel américain dans la deuxième moitié du XXe siècle, au fond, et dont on a eu que peu conscience et connaissance jusqu'à récemment. Ou peut-être on en a eu, en fait, conscience et connaissance dans les années 20 ou dans les années 30, et puis on l'a oublié en Europe. Et il est revenu à la faveur de la redécouverte, en particulier de la traduction des textes de Dewey au cours des 20 dernières années, Barbara Stiegler. Oui, alors, effectivement, le Lippmann-Dewey debate, le débat entre Lippmann et Dewey, était très connu. Par exemple, Friedrich Hayek, qui connaît parfaitement bien Lippmann, puisqu'il y a des échanges très importants entre eux théoriques, vise bien sûr explicitement Dewey dans la servitude volontaire. Donc, oui, tout ça a été connu, et puis petit à petit, c'est rentré dans l'ombre, et le débat a été exhumé aux États-Unis au début des années 90, comme à la faveur, en fait, de la crise que les médias traversaient du fait de la première guerre du Golfe. Comme chacun sait, la première guerre du Golfe a produit un effet assez catastrophique sur la confiance des publics vis-à-vis des médias, puisqu'on a découvert des manipulations, etc. À partir de là, c'est un tournant. Je pense qu'on peut dire ça. Il y a un tournant. Les publics se mettent à suspecter les médias d'être capables de construire des manipulations. Bon. Les sciences de l'information et de la communication ont essayé de comprendre quelque chose à cette inquiétude. Un débat très vif aux États-Unis avec la Bush, mais aussi en Grande-Bretagne avec le gouvernement de Tony Blair, grande commission d'enquête. Enfin, ces choses, on n'a peut-être pas pris la mesure en France, mais elles ont sérieusement bousculé les espaces publics. Oui. Et les chercheurs en sciences de l'information et de la communication ont retrouvé ce débat entre Lippmann et Dewey sur le rôle des médias en démocratie, et ont eux-mêmes, du même coup, sont entrés dans des polémiques extrêmement dures entre ceux qui étaient plutôt les partisans de Lippmann et ceux qui étaient plutôt les partisans de Dewey. Donc il y a eu cette première étape, cet acte 2 du Lippmann-Dewey debate dans les années 90, très focalisé sur le rôle des médias en démocratie et le rôle des publics et de l'opinion publique en démocratie. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est, dans un nouvel acte en quelque sorte, montrer que c'était un aspect de leur discussion, mais qu'en réalité la discussion était beaucoup plus large, elle avait duré beaucoup plus longtemps. C'était aussi une discussion sur le sens de la vie, le sens de l'évolution, l'espèce humaine et son adaptation et son inadaptation à son environnement, et le nouveau libéralisme qu'il s'agissait de repenser. Donc en fait, le Lippmann-Dewey debate est beaucoup plus vaste que ce qu'en a retenu la fin du XXe siècle. Il faut s'adapter, c'est le titre de votre livre, Barbara Stiegler. C'est aussi cette expression toute faite qu'on entend à tort et à travers. Il y en a d'autres, des expressions toutes faites qui sont à rapporter à ce paradigme. En particulier, il faut faire la pédagogie de la réforme, pour faire écho à l'introduction que je faisais par rapport au discours d'Emmanuel Macron à Versailles. Il faut faire non seulement il faut faire la réforme, mais en plus il faut faire la pédagogie de la réforme. Alors là, on touche à un point très important. John Dewey, dont on vient de parler, est l'un des plus grands théoriciens de la pédagogie, de l'éducation, mais il n'a pas du tout la même acception du mot pédagogie que celui qui découle du nouveau libéralisme. Dans les deux cas, la conception même de ce que veut dire faire la pédagogie n'a rien à voir. Oui, effectivement. Donc j'ai eu le plaisir et la joie d'écrire un article que j'ai intitulé « Le cap et la pédagogie, néolibéralisme et démocratie », qui est paru hier. Le but de ce texte, c'est de présenter cet ouvrage en lien avec la crise que nous traversons actuellement depuis 2 mois en France. Et
l'idée, c'est de montrer que ce que cette crise rend visible, peut-être aux yeux de presque tous, c'est que le nouveau libéralisme, pas si nouveau on a vu puisqu'il remonte aux années 30 et il est hégémonique depuis au moins 50 ans, le nouveau libéralisme implique que le cap de l'évolution soit déjà posé, comme une fin transcendante de l'histoire, un horizon téléologique indiscutable, que les peuples et les opinions publiques n'ont pas à discuter. Le cap étant déjà posé, le cap c'est la mondialisation, et une mondialisation qu'on voudrait juste, avec une compétition loyale, libre et non faussée, pour parler comme les textes des traités européens. Ce cap n'étant pas discutable, à partir de là... Il ne reste plus qu'à expliquer comment on y va. Il faut fabriquer le consentement des opinions publiques, c'est ce que Lippmann appelle la manufacture du consentement, et ça implique tout un travail de pédagogie. Donc pédagogie de la réforme, pédagogie de la révolution et de ses exigences. Et donc on est dans des choses qui peuvent quand même nous faire penser de manière saisissante à des révolutionnaires qui sont dans un autre endroit du spectre politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment instruire le peuple, ne pas hésiter à utiliser des manières autoritaires de le faire, et on a donc l'idée que l'État est comme le père ou l'instituteur vis-à-vis de la population qui est considérée comme finalement un enfant à instruire. Donc la pédagogie, c'est ça que ça veut dire en grec, mener l'enfant. Il faut mener l'enfant. Donc il y a quelque chose là qui pose question. Le point de vue de Dewey est radicalement différent. Dewey pense aussi la démocratie en lien avec l'éducation, mais c'est une éducation dans laquelle on ne sait pas qui est l'enfant et qui est le parent, ou qui est l'enfant et qui est l'instituteur. Pour Dewey, les phénomènes sociaux sont passionnants parce que ce sont des phénomènes de coéducation continue. En réalité, quand on travaille ensemble, par exemple, on ne cesse de se coéduquer. Mais il n'y a pas d'un côté celui qui saurait où est la fin, et puis de l'autre, celui qu'il faudrait instruire et mener comme un enfant dans la bonne direction. Donc, une conception radicalement opposée, du même coup, du rôle des publics. Ce sont les publics eux-mêmes, pour Dewey, qui doivent mener l'expérimentation démocratique. Et s'il y a des représentants, s'il y a un besoin d'expertise, les représentants et les experts doivent se tenir à leur place. Il faut s'adapter, faire la pédagogie, tenir le cap, toutes ces expressions toutes faites. La littérature nous est précieuse pour les dynamiter, pour les interroger. C'est le travail que mène Gaëlle Obiegli. Elle nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission pour dialoguer avec Barbara Stiegler. Mais avant, on écoute un extrait du nouvel album de Bertrand Belin, un album titré Persona. Et le premier titre, c'est Bec. La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, l'oiseau fait son bec. Arrive un matin, il a son bec, et quand vient le soir, qui vient à coup sûr, il veut avoir dit quelque chose avec. A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant? A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant?
Il faut s'adapter, c'est le titre du livre de Barbara Stiegler dont nous parlons à la suite dans les idées depuis le début de l'émission, et on en parle dans cette deuxième partie également avec Gaël Obiegli. Bonjour, vous êtes écrivain et vous publiez chez Vertical une chose sérieuse, un roman dans lequel on découvre qu'effectivement il faut s'adapter, ou plutôt peut-être se préparer à la catastrophe. On ne sait pas très bien laquelle, mais il s'agit de préparer la survie, éventuellement s'adapter en implantant des puces dans les gens. C'est ça le contexte, pour le dire rapidement, d'une chose sérieuse. Oui, c'est ça. C'est un monologue. Un homme parle, il s'appelle Daniel, et il se retrouve pris dans une communauté chapeautée ou gouvernée par une femme qui est immensément riche et qui donc est persuadée qu'il va y avoir une catastrophe. Enfin, pas une catastrophe, c'est la catastrophe. On ne sait pas exactement ce que c'est. Elle entraîne une communauté de gens qu'elle a sélectionnés selon un critère intéressant par rapport à ce dont il a été question dans la première partie de l'émission, et j'y reviendrai. Donc elle a sélectionné des gens qu'elle entraîne à la survie, et en même temps, ce qu'on apprend au fil du livre, c'est que elle mène des expérimentations biotechnologiques. Et Daniel, là, celui qui parle, il a un implant informatique, du moins il le prétend, et ce qui le rend extrêmement obéissant. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. Ce qui permet à ce livre d'exister. Bah justement, c'est-à-dire que le dimanche, il est désactivé. Et le dimanche, il est libre, il peut parler en son nom. Et c'est intéressant pour nous, pour le lecteur, parce que comme il est libre, il peut décrire sa situation. Et voilà, c'est un texte qui est purement descriptif, qui n'est à aucun moment argumentatif, bien que le narrateur Daniel s'adresse à quelqu'un. Donc on pourrait penser qu'il y a une volonté de convaincre ou de dire quelque chose, mais non, c'est simplement une prise de parole qui décrit une situation de domination, mais de consentement aussi. Le nom Michel Foucault a été cité plusieurs fois tout à l'heure par Barbara Stiegler. On est en pleine biopolitique avec votre roman. Vous mentionniez tout à l'heure les critères que cette richissime personne met en œuvre pour sélectionner. On est encore là dans le paradigme de l'évolution, de la sélection dont on parlait. Les gens qui forment cette communauté, dont Daniel. Oui. Quels sont-ils ? Cette femme, Chambray, cette femme très, très, très dominatrice, elle sélectionne ses compagnons en fonction de leurs instincts. Elle est extrêmement attentive à leur vitalité et à leur instinct, à leur pulsion. Parce que c'est ça qui va permettre de fonder une petite communauté d'humains nouveaux qui seront capables de survivre à la catastrophe, donc à cet horizon qui fonde une utopie. Et voilà, c'est en ça qu'il y a un rapport avec ce dont il était question auparavant, parce que finalement, à quoi elle s'emploie ? Eh bien, à gouverner les impulsions de ces humains. Et Barbara Stiegler analyse ce point dans son livre, qui est très intéressant. En tout cas, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cet aspect du livre où il est question de valoriser les impulsions humaines pour mieux les gouverner. Enfin, si j'ai bien compris, c'est un aspect du livre important dans la pensée de Lippmann. Le point de départ biologique était là aussi dans votre travail, Barbara Stiegler, je crois, lié à des préoccupations de recherche dans ce domaine. Si vous vous êtes intéressé au nouveau libéralisme, c'est aussi parce que vous aviez travaillé
sur ce qu'on peut dire biopolitique, mais plus généralement sur la place de cette biologie dans les représentations politiques. Oui, la théorie de l'évolution, bien sûr, mais pas seulement. La médecine, les sciences de la vie et les sciences biomédicales m'intéressent. J'ai tout un travail sur l'éthique biomédicale. Et effectivement, je m'intéresse beaucoup au rapport entre le gouvernement et les vivants, ce que j'ai appelé le gouvernement des vivants à la fin du livre. Je crois que les questions politiques actuelles et à venir seront essentiellement autour de ce rapport entre le gouvernement et la vie. C'est là que beaucoup de recompositions très novatrices se jouent aujourd'hui autour de l'environnement, autour de la médecine, autour du transhumanisme, etc., etc. Donc ce livre, il s'inscrit dans cette réflexion-là. Gaëlle Obiegli, pourquoi Chambray, cette femme qui organise et qui gouverne ces petits groupes de personnes, a-t-elle choisi Daniel ? Elle l'a choisi parce que elle sent qu'il y a en lui une résistance qui n'est pas discursive, qui est une résistance viscérale. Et je crois que c'est justement ça qui a de l'intérêt pour elle, parce que c'est certainement un défi que de vivre avec quelqu'un qui consent, tout en étant capable de trahir à la moindre occasion. Enfin, je crois. Et qui a la capacité aussi de faire le récit, parce qu'il est chargé d'une biographie. Qui a la capacité de faire le récit, il a un travail, il est engagé pour écrire l'autobiographie de Chambray. Donc parler à la place de quelqu'un. En disparaissant. En disparaissant. Mais sa puce est désactivée le dimanche parce que il faut... En même temps, sa pensée et son expérience propre, elles sont fondamentales pour nourrir cet écrit de commande. Mais peut-être que c'est un délire paranoïaque. Dans le livre, on ne sait jamais. Mais si il s'agit d'hybrider l'homme et la machine, il est quand même très important pour que cette nouvelle créature soit puissante, que la part humaine soit maintenue et qu'elle soit importante. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et pour ça, il faut que l'être humain dont une des dimensions est la pensée, il faut que ce soit entretenu. Barbara Stiegler, Gaëlle Obiegli rappelait l'importance de l'imminence de la catastrophe. On est de plus en plus soumis à des théories collapsologiques, comme on dit désormais, qui ont trait à l'état de la planète, à l'avenir de la planète. Dans quelle mesure cette perspective catastrophique a pu jouer un rôle dans les années 30, à la naissance du néolibéralisme ? Alors, il y a un point qu'il faut rappeler, qui est méconnu, qui est que dans la matrice du néolibéralisme, la matrice lippmannienne, donc que j'ai étudiée de près, il y a toute une dimension écologique. Il y a l'idée qu'il faut favoriser l'égalité des chances également dans l'accès aux ressources naturelles qui sont limitées. L'écologie n'est pas née récemment, aux États-Unis, elle est très ancienne et on est déjà dans des questionnements écologiques. Mais Lippmann croit, et il a probablement tort, que le néolibéralisme est conciliable, son nouveau libéralisme plutôt, pour éviter tout anachronisme, que le nouveau libéralisme tel qu'il le théorise est conciliable avec une préservation des ressources naturelles. Il refuse de voir qu'il y a une contradiction entre l'idée que la fin de l'évolution, le cap, pour reprendre ce mot, serait la mondialisation des échanges et nous réadapter à cette mondialisation des échanges et de la division du travail, donc qui fait exploser les mobilités nécessairement. Il ne voit pas la contradiction entre ce cap et d'autre part la menace environnementale. Or précisément, ce qui est intéressant dans la période que nous vivons aujourd'hui, c'est que tout le monde voit la contradiction. Même peut-être ceux qui nous disent qu'il faut aller vers le cap. La contradiction est en train d'apparaître un peu plus ou moins clairement aux yeux de tous. Donc du même coup, l'autorité de cet État qui vous montre le cap et qui fait la pédagogie se brise parce que le cap se fissure. Si le cap, c'est la mondialisation, l'explosion des mobilités, l'explosion des transports de cargo, d'avions, etc., et en même temps, c'est le fait qu'il faille ralentir ces mobilités, sinon on va à la catastrophe, qui d'ailleurs est peut-être déjà irréversible, on voit bien que le cap glorieux, la fin glorieuse de l'histoire, est en même temps peut-être la fin du monde. Donc à partir de là, il est difficile que les populations ne se rebellent pas, puisqu'il y a un consentement qui a été obtenu pendant des décennies, mais qui est en train
partout dans le monde, tout ça n'a rien de strictement français, qui est en train de se déliter. Et c'est des phénomènes de rébellion, de révolte, d'insurrection, de vote dit populiste. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon terme, auquel nous assistons un peu partout. Il faut s'adapter, maintenir le cap, je le disais, c'est ce langage tout fait qui renvoie aussi peut-être à l'idée d'une littérature de commande, celle dont est chargé Daniel en écrivant pour le compte de Chambray son autobiographie en disparaissant. Du coup, quelle place pour la littérature ? Juste le dimanche, quand on est débranché et qu'on peut s'employer à faire un autre récit, celui qui rend possible ce livre, Gaëlle Obiegli ? Oui, ça peut être une façon de dire que je suis vraiment très dubitative quant à la notion de projet. Et le fait qu'aujourd'hui, on demande sans cesse aux artistes et aux écrivains d'écrire un projet, pour moi, la plupart du temps, c'est bidon, tout le monde le sait. Et une chose sérieuse, ce livre, en fait, parle d'une écriture qui ne répond qu'à une nécessité intérieure, qui s'écrit sous l'effet de force psychique, et je ne crois qu'à cette littérature. Donc pour vous, c'est tous les jours dimanche, en fait ? Non. Quand vous écrivez ? Ah oui, quand j'écris, oui. Quand vous écrivez, oui, c'était le sens de ma question. En tous les cas, il faut être dans ce rapport-là, il faut arriver... Ça veut dire, si on pousse plus loin, qu'il faut arriver à se déconnecter d'une certaine façon ? Il faut arriver à se déconnecter. Je crois que de toute façon, ça se fait, quoi. Il faut plutôt accepter d'être déconnecté. Accepter de l'être sans pour autant perdre la relation au monde, pour être capable de mener la critique. Et la critique du lexique est l'une des critiques les plus décisives. Oui, ça c'est difficile. Il faut réussir à être éveillé et en même temps endormi, dans le sens où à s'abandonner à une mécanique mentale très différente. Mais il faut être sans cesse éveillé et conscient de ce qui se passe autour de soi, de son environnement. Ne pas trop s'adapter, ne pas non plus être complètement désadapté, cet équilibre. Merci Gaëlle Obiegli. Je rappelle le titre de votre roman Une chose sérieuse. Il paraît aux éditions Verticales. Et Barbara Stigler, je rappelle le titre de votre livre Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique, c'est le sous-titre. Livre qui paraît dans la collection NRF-Essai. Chez Gallimard, vous trouverez les références bibliographiques des deux ouvrages sur la page de la suite dans les idées. Une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. Une page sur laquelle vous pouvez aussi très facilement, et je vous le conseille, vous abonner au podcast de la suite dans les idées. C'était Sylvain Bourmeau, attaché de production Chouchan Djergaïan. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. À la réalisation, Anne Pérez-Franchini. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.